Salut tout le monde et bienvenue dans votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais KTJ en news au monde. Vous êtes vraiment partout ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, même en Océanie, dans des îles du monde. Tu poursuis votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique. Une fois encore, soyez le bienvenu. Donc voici les titres. Le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, a lancé un message tellement fort face à son gouvernement et à sa population. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a répondu sur le micro sur le conflit qui réunit les deux pays, le Rwanda et la RDC. Il a aussi parlé des accords de cessez-le-feu. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a condamné fermement la violence lors du campagne de législative. Il a dit qu'il va vraiment frapper tous ceux qui vont manifester pour barrer la route à des gens qui vont faire des campagnes pacifiquement. C'est tout pour le titre. Il faut encore soyez les bienvenus. Comme je vous ai annoncé au sommaire, ouvrons notre journal. Retenons que le Rwanda et la RDC ont commis un accord de Luanda en Angola dont le 1-23 doit cesser le feu. Cette trêve a été organisée en face de deux ministres des Affaires étrangères congolais et le ministre des Affaires étrangères rwandais et les présidents de l'Angola, Joao Lorenzo. Suivant cette vidéo. La délégation rwandaise, on s'est mis d'accord. D'abord, les experts se sont mis d'accord le 30 août sur un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, ce mouvement génocidaire qui a commis le génocide au Rwanda, et de lever des mesures rwandaises de défense. Et ce plan a été présenté au ministre lors de la 4e réunion ministérielle le 14 septembre, et le Rwanda l'a accepté, la ministre de la RDC l'a rejeté, alors que ce plan avait été approuvé par le chef des renseignements militaires de la RDC. Mais plus tard, dans la réunion suivante, la réunion ministérielle, on a pu débloquer la situation et confier aux facilitateurs la tâche de préparer ce concept des opérations qui va être examiné demain par les experts. Alors, la République démocratique du Congo parle de troupes rwandaises dans l'est du pays, dans l'est de la RDC. Vous parlez de moyens de défense déployés sur le terrain actuellement. Que sont ces moyens concrètement? Ce sont des mesures de défense qui sont consécutives à la menace qui est posée par les FDLR, qui, je rappelle, ne sont pas seulement soutenus par le gouvernement congolais, mais qui sont intégrés dans l'armée congolaise et qui ont mené quelques attaques au Rwanda. Et donc, on s'est mis d'accord à ce qu'il y ait donc un plan de neutralisation de ces FDLR qui va ouvrir la voie à une levée de nos mesures de défense. Mais quelles sont ces mesures, justement, concrètement sur le terrain? Est-ce qu'il y a des troupes? Quelles sont ces mesures de défense dont vous parlez? Ce ne sont pas des troupes, ce sont des mesures de défense à la frontière, comme son nom l'indique. Et ces mesures, donc, sont proportionnelles à la menace des FDLR qui a bien sûr été intégré dans l'armée congolaise et qui, à cela s'ajoute un discours belliqueux de la part du gouvernement congolais et du président Tshisekedi lui-même, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il veut renverser le pouvoir au Rwanda, qu'il veut bombarder Kigali. Et c'est normal que l'État rwandais se mette en place des mesures de défense pour se prémunir contre un tel danger. Donc vous contestez le fait qu'il y ait des troupes rwandaises sur le territoire congolais, si j'ai bien compris. Le Rwanda est accusé d'armer et de financer le M23 qui commet des exactions. L'ONG Human Rights Watch a même accusé le M23 de bombarder des camps de réfugiés. Ce sont aussi des rapports de l'ONU qui pointent du doigt le Rwanda. Qu'avez-vous à répondre ? Madame, ceux qui commettent les exactions, c'est plutôt les forces, les Wazalendo, qui sont alliés au gouvernement congolais, les forces génocidaires et FDLR, et d'autres forces, des milices qui sont à l'est de la RDC. Il y a plus de 250 milices à l'est de la RDC. Ça a été documenté, mais le M23 est également accusé d'exactions. Les Wazalendo, oui, on en parle régulièrement, les Wazalendo commettent effectivement des exactions, mais le M23 est quand même responsable d'exactions également, de la prise de territoire dans l'est de la RDC. C'est aussi ça qui est reproché au M23 et par ricochet au Rwanda.
Oui, mais on est en train de parler d'une situation qui est là depuis plus de 30 ans. On a une communauté à l'est de la RDC, la communauté des Tutsis congolais, qui a été marginalisée, persécutée, discriminée. Il y a des discours de haine. Il y a plusieurs mouvements qui ont été créés par cette communauté, y compris les M23 actuellement. Et nous avons toujours dit que cette question doit être réglée politiquement pour trouver une solution définitive à la crise et non pas reporter cette question aux années suivantes. Donc, il y a plus de 250 mouvements à l'est de la RDC. Les médias semblent se focaliser sur un seul mouvement, alors qu'il y a des mouvements qui commettent des exactions. On parle régulièrement. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a condamné fermement la violence lors du campagne des législatives. Suivant son interview. La première semaine de campagne électorale a été marquée par plusieurs épisodes violents, des convois politiques attaqués, un siège d'une coalition d'opposition incendié. Si les différents candidats des 41 listes rivales de ces législatives continuent de sillonner le pays à la rencontre des électeurs, deux hommes se détachent. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre sous le régime de Macky Sall, Amadou Ba. Ousmane Sonko a estimé dans un meeting dans le sud-est du pays que Amadou Ba et le régime sortant n'ont rien fait à Kédougou, Salémata, deux localités du sud-est du pays. Amadou Ba répond en disant qu'ils ont laissé des projets dans les tiroirs que le régime actuel n'a qu'à exploiter. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette visite d'un haut fonctionnaire chinois à Nairobi au Kenya, accompagné d'une délégation. Il a rencontré le président kényan. William Ruto a assuré la solidité du partenariat entre les deux pays. Le Kenya, acteur clé dans le développement de la nouvelle route de la soie chinoise en Afrique, a bénéficié de milliards de dollars d'investissement dans ses infrastructures. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a annoncé un remaniement ministériel avec le remplacement de 4 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et des médias. Un remaniement alors que le pays, qui connaît un très important déplacement de population, est menacé par la famine. Le principal opposant mozambicain a affirmé avoir été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud. Vanacio Mandelanse y avait trouvé refuge après des élections dont il conteste les résultats. Des résultats officiels qui donnent le Frelimo, parti au pouvoir depuis 49 ans, vainqueur de la présidentielle et des parlementaires du 9 octobre dernier. Un haut responsable chinois au Kenya, une visite officielle à Nairobi pour un partenariat stratégique avec le Kenya. Suivons la vidéo. Une visite officielle pour renforcer les liens entre le Kenya et la Chine. Le président kényan William Ruto a accueilli Li Chi, secrétaire de la commission centrale de discipline du Parti communiste chinois, à la résidence d'État de Nairobi. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat à travers des projets de développement en Afrique. Lors des discussions, William Ruto a affirmé son soutien à la Chine et encouragé une coopération étendue à l'ensemble du continent africain. Le Kenya, je peux vous assurer, est engagé à promouvoir ce partenariat à travers l'Afrique et également à soutenir la politique de la Chine unique. William Ruto a aussi demandé à la Chine de soutenir la candidature du Kenya au BRICS, groupe des grandes économies émergentes qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce rapprochement pourrait aider le Kenya à équilibrer ses relations entre l'Orient et l'Occident et l'ouvrir de nouvelles perspectives en Afrique de l'Est. Parlons des élections au Mozambique. Après les élections au Mozambique, le président sortant appelle à la fin des manifestations. Suivons la vidéo. La tension reste tendue au Mozambique après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre, donnant vainqueur Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, au pouvoir. Face à la vague des violences post-électorales qui ont déjà fait une dizaine de morts, le président sortant a appelé mardi à la fin des manifestations. Philippe Nyusi a dénoncé notamment la destruction des infrastructures publiques. Après avoir contesté le verdict de la commission électorale dans la rue, Podemos a déposé un recours devant la justice. Cette formation politique soutenant le candidat Vanacio Mandelanse dénonce des fraudes électorales présumées. Les résultats des élections du 9 octobre publiés par la commission électorale indépendante créditent Daniel Chapo de plus de 70% des suffrages.
mais ils doivent encore être confirmés par le Conseil constitutionnel. Parlons maintenant des alliances d'État de Sahel, AES en sigle, distribution de vivres aux populations déplacées de la région de Kidal au Mali. Suivons la vidéo. Nous sommes au cœur du quartier Angamali. Les occupants de ces camps de déplacés internes ont tout perdu dans leur Talataït natal à cause des groupes armés terroristes depuis 2022. Au nombre de 175 familles, ils viennent de bénéficier en ces mois dédiés à la solidarité d'une distribution de vivres pour atténuer leurs souffrances. La cérémonie a été présidée par le général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Nous avons toujours prévu insister les réfugiés en dehors des personnes âgées et des handicapés. Donc ça c'est un campement de réfugiés maliens qui sont déplacés à cause de l'insécurité. Composé du riz, de l'huile et du sucre, ce geste n'a pas passé inaperçu. La distance que nous avons trouvée aujourd'hui, vraiment c'était venu à l'heure. Et vraiment la population a fort besoin de ça. Vraiment que Dieu les aide, qu'il aide l'autorité, sans oublier le président Assimi Goïta. Nous n'avons pas de mots pour remercier nos autorités. Le gouverneur, par ce geste, vient réconforter plusieurs chefs de famille sans soutien. À noter que le soutien sans faille des autorités de la transition aux populations vulnérables réconforte plus d'un en 8e région. Toujours dans ces mêmes chapitres, nous sommes au AES, distribution plus de 3000 tonnes de vivres aux populations vulnérables des régions de Gao. Suivons la vidéo. Dans la région de Gao, ce sont plus de 3000 tonnes de vivres qui ont été distribuées aux plus vulnérables, notamment les victimes des inondations. Certaines personnes ont en sus bénéficié de kits pastoraux pour accélérer leur relèvement socio-économique. Aliou Idrissa Maïga. Cette visite du ministre-commissaire à la sécurité alimentaire de la cité des Askia s'inscrit dans le cadre du programme national de réponse d'urgence aux sinistrés des inondations dans la région de Gao. Sur place, Redouane Ag Mohamed Ali a remis aux autorités régionales plus de 3000 tonnes de vivres au bénéfice des sinistrés. Le Mali a déclaré l'état de catastrophe nationale suite aux inondations causées par les pluies diluviennes qui sont abattues non seulement sur notre pays, mais sur l'ensemble des pays du Sahel et ailleurs. Suite à cela, le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit de nous rendre partout où c'est nécessaire pour apporter l'aide de l'État aux populations sinistrées. Je profite pour remercier les hautes autorités de notre pays. Merci encore pour l'appui alimentaire que vous apportez à ces populations-là. Vraiment, c'est des populations diminuées, vraiment qui ont besoin et vous les avez assistés. En plus du geste du gouvernement, le PAM et la FAO ont aussi remis des coupons et kits alimentaires et des kits pastoraux aux victimes des inondations avec une assistance nutritionnelle au profit des enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes. On a eu des cas d'inondation à cause des changements climatiques. La FAO aujourd'hui avec les autres partenaires, nous faisons une synergie pour en tout cas aider les populations à l'immédiat, mais en même temps sachant qu'ils sont rurales et leur donner des moyens qui leur permettent encore de continuer. On dira qu'on a eu une crise d'inondation, mais grâce aux décrues, nous espérons quand même récupérer la campagne agricole en leur donnant les moyens et les outils de travail. Selon le commissaire à la sécurité alimentaire, l'État et ses partenaires vont continuer à apporter de l'aide aux sinistrés. À Gao, les services techniques de l'État et les partenaires sont tous mobilisés pour une bonne gestion de la situation des victimes des inondations. Comme je vous ai annoncé au sommaire, nous sommes au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a lancé un message tellement fort face à son gouvernement et à sa population. Suivant cette vidéo. Le Burkina reste résilient.
Pendant que les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engrangent des victoires sur les différents fronts, le pays vient de réussir le pari de l'organisation de 2 événements majeurs salués par le président du Faso, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao et le Tour du Faso. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces 2 événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui vient donc mettre à nu les mensonges de ces médias qui tentent à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang. Mais les coureurs ont pu parcourir donc le pays en long et en large sans incident. Et aussi c'est le lieu donc de rendre hommage aux différentes forces de défense et de sécurité et à nos vaillants VDP qui ont tout mis en œuvre pour que tous ces événements se déroulent sans problème. Réduire le train de fonctionnement de l'État, cela passe par la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'administration publique. Le président du Faso y tient pour pouvoir investir au profit des populations. Nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Cette volonté de rationaliser les dépenses publiques pour investir, certains ne l'ont pas encore compris. Des agents indélicats sont appréhendés au ministère en charge de l'action humanitaire. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. C'est l'occasion donc d'interpeller donc la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui a été mise en place parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Pendant ce temps, d'autres trouvent que chaque situation est bonne pour tirer profit. Mais le chef de l'État, qui tient à ce que le patriotisme soit un dénominateur commun à tous les Burkinabés, trouve toujours une formule. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. C'est à l'occasion de la traditionnelle montée de couleurs à la présidence du Faso que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré ce message au peuple burkinabé. Quittons maintenant l'Afrique pour le Proche-Orient. Parlons politique face à la politique actuelle française et souvent sa déclaration. L'article, fondez-vous votre intervention, votre appel au règlement. L'article sort du règlement intérieur. Je vous remercie. J'ai compris pourquoi vous menez cet esbrouf, pourquoi vous mentiez autant aux Français. Et je l'ai vu directement en regardant en face, en regardant M. Hollande, M. Rousseau. Vous êtes responsable, le NFP, de cette situation. Vous êtes responsable de la situation et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable de la casse sociale. Vous avez la parole, M. Hollande. Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier les orateurs qui ont sollicité mon intervention. L'article, fondez-vous votre intervention, votre appel au règlement. L'article sort du règlement intérieur. Je vous remercie. Vous avez parfaitement le droit de demander ce qui a été ma responsabilité comme président de la République sur la question des retraites. Vous avez parfaitement le droit de contester la réforme qui a été votée
à l'époque, en 2013, ce qu'on appelle la loi Touraine. Vous avez parfaitement le droit de penser que cette réforme ne correspondait pas à ces principes qui peuvent aujourd'hui guider certains ou à des positions. Je vais donc rappeler ce qu'était la loi qui a été votée sous mon autorité. La loi... Vous avez, s'il vous plaît, il y a un débat qui est quand même intéressant. Il y a eu des questions qui ont été posées. Il y a des réponses qui prennent effectivement la forme d'un rappel au règlement. Je crois que ça éclaire nos débats. Je vous invite à écouter M. Hollande et ensuite il y aura encore une oratrice et nous passerons au vote. M. Hollande. Je vous remercie, Monsieur le Président. La loi Touraine, en effet, permettait d'abord, pour les carrières longues, celles qui avaient travaillé plus de 40 ans et qui avaient cotisé 42 ans, de pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Et c'est cette disposition qui a permis à 800 000 personnes de partir à la retraite à 60 ans au nom des carrières longues. Et c'est cette disposition qui disparaît avec la loi qui a été votée, eh oui, il y a maintenant 2 ans. La loi Touraine permettait aussi d'introduire pour la première fois les critères de pénibilité, lesquels critères de pénibilité ont été supprimés par la loi qui a été adoptée par le 49.3. La loi Touraine permettait d'allonger la durée de cotisation, c'est vrai, mais maintenait l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et si la loi qui a été adoptée par le 49.3 est abrogée, ça sera la loi Touraine qui s'appliquera. Quittons la France pour la Russie. On va parler des accords entre la Russie et la Corée du Nord. Retenons que plus de 10 000 soldats nord-coréens déployés en Russie pour bombarder en bout portant le civil en Ukraine. Nous sommes au Kharkiv. Suivons cette vidéo. La capitale ukrainienne ce matin, après une nouvelle nuit d'attaque. À quoi ressemble l'habitude de la guerre? Jusqu'aux premières heures du jour, plus de 70 drones ont été envoyés depuis Moscou, blessant, tuant des habitants à Kiev, Poltava, à l'est, à Soumy, à Kharkiv. Les mots du président Zelensky sont durs ce matin. Une fois de plus, il le dit à l'Occident, le temps presse. Malheureusement, les terroristes savent tirer profit du temps que leur accorde l'indécision du monde libre. Pendant que l'Occident tergiverse sur l'envoi d'armes à longue portée demandé par Kiev, la Russie et son nouvel ami nord-coréen se rapprochent de plus en plus. Après la promesse d'un partenariat de défense mutuelle en juin, un nouvel accord fondamental jette les bases de nos relations à long terme. Une nouvelle étape est imminente. Et cela inquiète jusqu'à Washington. Jeudi, après une rencontre avec les autorités de Corée du Sud, le secrétaire d'État américain glisse à la presse des informations venues de ses services de renseignement. Nous estimons désormais que près de 10 000 soldats nord-coréens sont arrivés en Russie. Selon nos dernières informations, 8 000 de ces soldats nord-coréens ont été déployés dans la région de Kursk. Nous ne les avons pas encore vus combattre contre l'armée ukrainienne, mais nous attendons cela dans les jours à venir. Hier, la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, reçue, elle, par son homologue à Moscou, réaffirme son engagement et son amitié à la Russie. Nous n'avons aucun doute que sous le sage commandement de l'estimé président de Russie Vladimir Poutine, l'armée russe et son peuple remporteront une grande victoire pour protéger leurs droits souverains et leur sécurité. Jusqu'à ce jour, nous resterons fermement aux côtés de nos camarades russes. En Ukraine, ces démonstrations d'amitié et l'envoi dévoilé de soldats nord-coréens en Russie font craindre le pire. Le président ukrainien s'agace de l'absence de réaction de ses alliés. Poutine teste la réaction de l'Occident. Poutine teste la réaction des pays de l'OTAN. Poutine teste la réaction de la Corée du Sud.
Et s'il ne se passe rien en retour, et je crois que c'est vraiment le cas aujourd'hui, il n'y a aucune réaction en face, rien, zéro. Alors le nombre de soldats nord-coréens augmentera sur notre sol. Pendant ce temps-là, en Ukraine, les Russes avancent, et notamment dans la région de Donetsk, où Moscou revendique la prise de villages, jour après jour. En à peine un mois, et notamment sur le front Est, Moscou a progressé de 478 km². Dans la région de Donetsk, les habitants se préparent à affronter leur 3e hiver en guerre. Nous avons des petits chauffages, un par là et l'autre dans l'autre pièce. Mais quand l'hiver viendra, il faudra aller ailleurs parce qu'on va mourir de froid ici. Et en bas au sous-sol, on n'a rien pour se chauffer. À quelques kilomètres de là, près de Prokhovsk, ceux qui restent tentent, après chaque frappe, de protéger leur maison. Les murs de la pièce se sont complètement effondrés. Le toit fuit, et puis il n'y a même plus d'ardoise. Dans l'entrée, nous réparons constamment toutes les fenêtres, et ça continue à souffler. Mais de toute façon, où voulez-vous qu'on aille ? Des Ukrainiens à bout de force. Et une Russie toujours plus menaçante. Mardi, Moscou a procédé à de nouveaux exercices militaires nucléaires. Alors, Pierre Aski. Toujours dans ce même chapitre de la guerre imposée en Ukraine, il y a 3 figures clés qui ne cessent pas de dévaster l'Ukraine. Nous avons le président russe, Vladimir Poutine, Kim Jong-un et Kadyrov. Est-ce que la question est posée, qui est capable d'arrêter ces 3 génocidaires? Suivant la vidéo. Je pense que nos dirigeants sont bien conscients des dangers, mais que d'une certaine manière, ce danger est trop effrayant pour qu'on le voie. Et je pense que c'est exactement là qu'on en est. Et à chaque fois que on a monté d'un cran, on a tardé à suivre, à répondre. Et là c'est pareil. C'est tout à fait impressionnant puisqu'on a une véritable internationalisation du conflit, avec des soldats d'un pays étranger qui viennent se mêler. Ils vont au minimum soulager les troupes russes, qui sont. On sait qu'il y a à peu près, il y a un déficit en ce moment de troupes russes pour une part, aussi du côté ukrainien, mais pour les Russes, il y a un déficit de troupes, et donc ça va permettre de soulager les Russes pour être plus présents sur la phase offensive directement dans le Donbass. Il faut quand même penser que l'opération de Koursk a finalement amené à peu près 50 000 hommes russes pour reprendre le territoire. Ces 50 000 hommes-là ne sont pas sur le reste de la ligne de front au moment où Moscou a décidé, depuis plusieurs mois, de faire une poussée importante, quitte à perdre beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Et donc l'arrivée des soldats, des troupes nord-coréennes, va rendre plus efficace cette stratégie russe. C'est ça le problème. Et nous ne faisons rien pour contrer ça, pour l'instant. Nicolas Tenzer, vous qui êtes toujours le défenseur d'une réaction assez offensive de l'Occident, comment vous regardez ce qui se passe? On sait que le Kim Jong-un envoie des obus, il envoie des fusils, il envoie des mortiers, il envoie ses missiles. Kadyrov va sûrement envoyer ses hommes demain en renfort. Et pendant ce temps-là, l'OTAN ? C'est la conséquence, effectivement, de notre inaction passée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre inaction, non seulement a coûté des dizaines de milliers de vies aux Ukrainiens, ce qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est quand même des vies humaines. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, l'absence d'action, notamment des États-Unis, soyons clairs, mais aussi quand même d'une partie des Européens, de l'Allemagne, etc., ça a coûté des vies. C'est-à-dire qu'on a des vies que nous aurions pu sauver et qui devraient hanter les nuits à venir jusqu'au dernier moment, quand même, un certain nombre de responsables politiques. Mais ça a également, et je crois que ça aussi, il faut le dire, ça a finalement diminué notre sécurité. Parce qu'en intervenant qu'à moitié, regardez ce qu'a dit d'ailleurs le président Zelensky il y a quelques jours encore, il disait 10% seulement de l'aide votée par le Congrès, enfin débloquée au début de 2024, est arrivée véritablement en Ukraine.
Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet de 460 millions de dollars. Ça représente 2 F-35. Donc c'est quasiment rien. Je veux dire, et donc du coup, qu'est-ce que se disent Poutine et évidemment ses alliés? Nous pouvons y aller, nous avons le champ libre. Et donc là, on s'aperçoit que la menace est évidemment gravissime, non seulement bien sûr pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble des pays européens et au-delà. Parce que, je veux dire, si vous avez une Corée du Nord beaucoup plus forte, ça donne également de très bons signaux, si j'ose dire, à la Chine, qui va se dire, vous voyez, finalement, pourquoi nous aussi, nous ne pourrions pas aller plus loin? Les Coréens du Nord, comme l'a dit le président Zelensky, vont pouvoir évidemment aller encore en plus grand nombre, tester aussi leur armée, faire en quelque sorte de l'entraînement opérationnel réel sur le terrain. Et donc, c'est l'Occident dans son ensemble, enfin les démocraties, je devrais dire plutôt que l'Occident, parce que c'est aussi une partie des pays d'Asie aussi, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, qui vont se trouver de plus en plus menacés par cette inaction. Et là, on est évidemment à quelques jours de l'élection présidentielle. On a l'impression qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une forme d'attentisme dramatique. Nadezhda Kutepova, faut-il craindre le renfort de Kadyrov, qui parle de 84 000 hommes, on ne sait pas si ce sera la réalité sur le front, mais il affirme que la Tchétchénie a accompli toutes les tâches fixées par le Kremlin pour éviter la mobilisation, parce que ces hommes empêcheraient Poutine d'envoyer d'autres Russes sur le front, et ces soldats se seraient engagés volontairement. Je pense que Kadyrov joue sa propre jeu. Ça peut être la vérité, mais ça peut être aussi, si vous voulez, un moyen de soutenir la position de Poutine, parce que beaucoup des experts russes, des politologues, pensent que Kadyrov préfère avoir cette armée à côté de lui. Parce que cette feu qui a été au fin de l'année 99 n'est pas encore agacé. Il y a toujours les conflits entre des Russes et des Tchétchènes à l'intérieur de la Russie. En plus, comme je regarde cette image de 3 têtes que vous avez montrée sur l'écran, on peut les revoir. Ça me pose 2 images. Tout d'abord, dans le Et pour terminer, la dernière information, retournons aux États-Unis et parlons encore des élections américaines. Les candidats Donald Trump lancent des accusations de fraude en Pennsylvanie et fermement démenti. Suivons la vidéo. Les votes sont dépouillés dans la plupart des États américains et les résultats tombent au fur et à mesure. Il faudra attendre pour connaître le vainqueur entre Kamala Harris et Donald Trump en raison des délais de traitement des votes par correspondance. À Palm Beach, en Floride, Donald Trump était confiant après avoir voté sous haute protection policière. Je suis très confiant. Nous avons pris une avance considérable aujourd'hui et il semble que les républicains se soient fortement mobilisés. Quelques heures après son vote, Trump a suscité la polémique en affirmant sur son réseau Truth Social qu'il y aurait une fraude massive à Philadelphie sans fournir de preuves. Les commissaires électoraux de Philadelphie, Omar Sabir et Seth Bluestein, ont rapidement rejeté ces allégations. Nous avons eu une belle journée, une belle élection. Les rapports que j'ai reçus font état d'un taux de participation élevé. Je tiens à préciser que les élections à Philadelphie sont sûres, simples et sécurisées et qu'elles l'ont toujours été. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude. Ce n'est pas parce que les gens disent des choses qu'elles sont nécessairement vraies. Nous l'avons appris en 2020. Notre équipe travaille dur pour offrir aux citoyens américains l'élection qu'ils méritent. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a également assuré qu'aucun signe de fraude n'avait été constaté dans l'État. Les autorités locales ont insisté sur la transparence du processus, rappelant que toutes les plaintes avaient été traitées sérieusement. Pour l'heure, Donald Trump est donné vainqueur dans 23 États contre 11 pour Kamala Harris. C'était là la dernière information de notre journal, mais avant tout, passons au rappel des titres. Le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, a lancé un message tellement fort face à son gouvernement et à sa population. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a répondu sur le micro sur le conflit qui réunit les 2 pays, le Rwanda et la RDC. Il a aussi parlé des accords de cessez-le-feu. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a condamné fermement la violence lors du campagne de législatives. Il a dit qu'il va vraiment frapper tous ceux qui vont manifester pour barrer la route à des gens qui vont faire des campagnes pacifiquement. C'était les rappels des titres. Juste pour vous signaler que nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention. Portez donc
vous venez de nous suivre ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, même en Océanie. Restez branchés, scotchés sur notre antenne et nos programmes. Je vous en prie de visiter notre chaîne YouTube. Le Congo ne tombera jamais. KTG News Monde en sigle pour ne rater aucune de nos informations et aucun de nos actualités. Quant à moi, je vous dis merci et restez branchés, partagez, aimez, likez, commentez nos vidéos pour nous exciter à faire mieux et à bien faire pour vous satisfaire. C'était là votre humble frère, de Vito. Je viens remercier l'équipe technique Mouna Dior et Déborah Babalé, Kassentan et Charlie. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous au prochain numéro. Bye.